Merci. Donc on passe à la deuxième session. Donc c'est un plaisir d'introduire Monsieur Philippe Muliez, qui est professeur agrégé et professeur honoraire de pneumologie à la faculté libre de médecine, Université catholique de Lille. C'est un membre titulaire de la Société de pneumologie de langue française. C'est un membre de la Société nationale française de médecine interne, président du comité départemental contre les maladies respiratoires et membre de l'Union méditerranéenne de pathologie thoracique. Monsieur Muliez a un grand intérêt dans le domaine de l'aspergillose pulmonaire. Merci Monsieur le Président pour cette présentation. Effectivement, nous avez demandé d'envoyer un CV abrégé. C'est très aimable. Donc je vais vous parler effectivement dans le cadre du poumon éosinophile de l'ABPA. Je dirais ABPA pour aller beaucoup plus vite. Donc l'aspergillose bronchopulmonaire allergique. Merci bien sûr aux organisateurs de m'avoir confié cet exposé. Je rappelle brièvement en introduction ce que je pense que vous connaissez pour situer un petit peu la place de l'ABPA dans l'aspergillose respiratoire. Vous savez que si vous inhalez des spores d'aspergillus, et il y en a partout, je suppose qu'il y en a également ici, si vous êtes en bonne santé, vous les éliminez sans aucun problème. Si vous avez une cavité résiduelle post-tuberculose par exemple, post-radique, une sarcoïdose très évoluée, vous pouvez faire la forme classique qu'on apprenait autrefois, l'aspergillome, mais ça n'est plus la forme la plus fréquente. Si vous êtes immunodéprimé, vous pouvez faire une aspergillose éventuellement invasive, qu'on voit en hématologie, qu'on voit chez les greffés, etc. Si vous avez une faible immunodépression, vous pouvez faire ce qu'on appelait autrefois l'aspergillose semi-invasive, l'aspergillose pulmonaire chronique nécrosante, surtout chez les diabétiques, les BPCO. Et nous, on va s'intéresser maintenant à l'ABPA, qu'on observe essentiellement, je vais insister, chez les patients asthmatiques et chez les patients porteurs d'une mucoviscidose. Sans faire de physiopathologie très compliquée, je vais rester très simple, très clinique, très pratique. Je rappelle que schématiquement, l'ABPA, c'est en quelque sorte le mélange d'une infection et d'une allergie. Une allergie un petit peu complexe qui associe au minimum une allergie de type 1, et on va retrouver les stigmates de l'allergie de type 1, et une allergie de type 3. On y reviendra dans les critères diagnostiques. Vous savez que la BPA s'appelle aussi quelquefois maladie de Hinson-Pepys, décrite il y a déjà bien longtemps par les auteurs anglo-saxons. Alors, mon exposé, j'aborderai deux problèmes, le diagnostic, à propos d'une expérience de quelques dizaines de patients depuis 35 ans, mais c'est pas énorme, mais c'est pas très très fréquent, et je parlerai ensuite des nouvelles options thérapeutiques. Cet item, je le reproduirai sur plusieurs diapositives après, parce que je pense que je vais le nuancer un petit peu. Si effectivement la BPA survient presque exclusivement chez les asthmatiques, et on va surtout parler d'asthme de l'adulte. Moi, je suis pneumologue hospitalier, j'ai surtout suivi des adultes. Et chez le patient porteur de mucoviscidose, on verra aussi que ça s'observe parfois dans d'autres circonstances. Vous savez que chez l'asthmatique, chez le patient porteur de mucoviscidose, il y a à l'état basal des symptômes respiratoires. Toute la difficulté du diagnostic sera d'avoir l'attention un petit peu attirée parce que l'évolution n'est pas tout à fait favorable, il se passe quelque chose, les patients ne vont pas très bien. Donc c'est toute la difficulté du diagnostic clinique de la BPA. C'est pour ça qu'il faut être, je pense, un bon clinicien et savoir y penser. Donc très schématiquement, chez un asthmatique adulte, vous devez évoquer la BPA, et on verra ce qu'il faut faire comme examen complémentaire. Si malgré un traitement adapté, le patient, c'est le tableau le plus caractéristique, fait de fréquentes exacerbations. On parle d'exacerbation, qu'on étiquette un petit peu infectieuse, etc. On ne sait pas trop ce qui se passe avec des infiltrats pulmonaires, on y reviendra. Ou alors, il faut avoir l'attention un petit peu attirée dans d'autres circonstances, lorsque s'y associent des signes généraux, avec de la fièvre, avec une expectoration particulièrement épaisse, visqueuse, avec aussi, sans que ce soit caractéristique, mais ça doit attirer l'attention, des douleurs thoraciques ou des hémoptysies. Ou c'est un petit peu la même chose, si tu as un asthme devient corticodépendant, donc ça doit être suspect. Mais il n'y a rien de bien caractéristique, et si vous suspectez une ABPA, vous devez la rechercher essentiellement par des critères biologiques. Critères biologiques, donc chez un asthmatique qui présente des infiltrats pulmonaires concomitants d'épisodes d'exacerbation, il faut rechercher l'éosinophilie, mais avec la même réserve que celle citée par Jean-François Cordier tout à l'heure,
En quelques heures, l'hyperéosinophilie disparaît sous corticoïdes. L'élévation des IgE totales, le test cutané immédiat Aspergillus. Classiquement, les anticorps précipitants recherchés en immunoélectrophorèse, mais on y reviendra, et l'élévation des IgE et d'IgG spécifiques vis-à-vis d'Aspergillus. Donc ça, ce sont les critères diagnostiques auxquels on peut rajouter l'existence de bronchectasies un petit peu particulières, qui sont des bronchectasies, je ne suis pas tout à fait en face, mais des bronchectasies centrales ou proximales. Voilà un petit peu un asthmatique qui ne va pas bien, qui fait une exacerbation. Bon, ça n'a rien de spécifique. Mais quand vous avez des épisodes qui se répètent, comme celui-là, avec des condensations, il faut penser à la BPA. Plus évocateur, ça a été évoqué par Jean-François Cordier, une image comme ça en doigt de gant, avec des mucoid infection, mais je ne détaillerai pas trop les deux. Donc je reviens sur les critères diagnostiques pour dire que, en fonction de l'existence ou non de bronchectasie proximale, qui ne sont pas nécessaires au diagnostic, on peut distinguer deux types d'ABPA, la BPA sérologique et la BPA avec bronchectasie. Deuxième chose, et je vais insister avec une observation ensuite, il est difficile d'avoir en même temps tous les éléments diagnostiques qui sont présents. Donc c'est un diagnostic qui n'est pas facile, il faut y penser, rechercher. Et je vais vous l'illustrer avec une observation très ancienne mais qui me paraît intéressante. Et enfin, on insiste aussi sur ce point-là, on peut avoir une ABPA totalement asymptomatique. Je me permets de vous présenter une observation très ancienne parce qu'elle est, à mon avis, instructive. C'est une patiente que j'ai connue lors de sa première hospitalisation en 1978 et qui a fait, vous voyez, dans les années 78 à 85, de nombreuses exacerbations qui justifient une hospitalisation de quelques jours à chaque fois et d'évolution très rapidement favorable, sous l'effet bien sûr d'une corticothérapie. Alors le diagnostic d'ABPA, en fait on pouvait le suspecter, il a été posé définitivement en 97, mais il a été suspecté dès 82, dès 85, parce qu'on avait une hyperéosinophilie, une élévation des IgE totales, des IgE spécifiques vis-à-vis d'Aspergillus, mais qui ne sont pas toujours présents, et des anticorps précipitants. Donc, concernant les anticorps précipitants, c'est la technique classique en immunoélectrophorèse. À l'heure actuelle, on a recours, tout au moins au dépistage, à des techniques plus simples, en hémagglutination passive. On demande une sérologie aspergillaire toute simple. Intéressant aussi, donc, le diagnostic fait en 97. La patiente va bénéficier d'un traitement classique sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Itraconazole, corticoïde. Dans les 10 ans qui ont suivi, elle n'a plus rien fait. Donc on verra des évolutions extrêmement diverses d'un patient à l'autre. Il y a des patients qui font des exacerbations 4-5 fois par an. Il y a des patients qui, au cours de leur existence, font une seule poussée d'ABPA. Je pense que c'est tout ce que je peux dire concernant cette observation. Alors, bon, peu importe. Si on reprend cette observation, ça soulève aussi un point qui est intéressant. Il y a un concept qui est développé dans la littérature, surtout anglo-saxonne, ces dernières années, mais qu'on ne voit pas du tout évoqué dans la littérature francophone, qui est celle d'asthme aspergillaire sévère, avec diverses dénominations. Et quand on regarde les critères, c'est très simple. Dans cet asthme sévère, il y a tous les critères d'allergie de type 1, avec le test cutané positif, les IgE élevés, mais il n'y a pas du tout de réaction retardée, il n'y a pas d'anticorps précipitants. Et un concept qui se développe actuellement, est-ce que cette SAFS, ce n'est pas un continuum à partir de l'asthme jusque la BPA? Alors ça a eu des incidences thérapeutiques sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Est-ce qu'en prenant en charge très précocement ces patients asthmatiques sévères, sensibilisés à Aspergillus, mais qui n'ont pas encore d'ABPA, en les traitant par antifongiques, est-ce qu'on ne va pas prévenir l'apparition d'une ABPA? C'est discutable, on y reviendra. Alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, et je vais nuancer avec quelques diapositives. Les patients, surtout des asthmatiques, 1 à 2% des cas, la mucoviscidose. En fait, quand on regarde, c'est quelquefois beaucoup plus fréquent. En dehors des formes asymptomatiques que j'ai évoquées, les asthmes sévères, les asthmes corticodépendants, il faut y penser systématiquement, ça n'est pas négligeable. Et les asthmatiques qui sont sans arrêt en décompensation, qui vont en soins intensifs, etc., en réanimation, attention, c'est également très fréquent. Deuxième notion aussi, on a envie de dire, les patients asthmatiques, ce sont les adultes, la mucoviscidose, ce sont les enfants. Non, on peut voir dans des asthmes purs de l'enfant,
sans anomalie du gène CFTR, sans mucoviscidose, dans des asthmes sévères de l'enfant, on peut voir de véritables ABPA. Il faut que ceux qui s'occupent d'asthme de l'enfant soient au courant de cet élément, parce que sinon on peut voir se développer des bronchectasies proximales. Donc ça, c'est un article qui est très intéressant, qui fait un petit peu le point sur la question. Ça, c'est une observation personnelle. C'est un patient qui est né en 70, que j'ai récupéré à l'âge de 14-15 ans, envoyé par les pédiatres. Il avait déjà, lorsqu'on me l'a envoyé, d'énormes bronchectasies proximales. Je le suis depuis 1985, il a fait de multiples décompensations, il a des bronchectasies volumineuses, mais il mène une vie professionnelle normale, il s'est marié, il a des enfants, etc. Je reviendrai sur son observation tout à l'heure. Je reviens sur la mucoviscidose. Bien sûr, mucoviscidose qu'on évoque chez l'enfant, mais on peut voir, moi j'en ai vu 2 cas dans ma série, on peut diagnostiquer une mucoviscidose de l'adulte face à une ABPA. Plus intéressant, et c'est ce que j'ai mentionné sur cette diapositive, de plus en plus on insiste, on trouve des anomalies du gène CFTR sans qu'il y ait de mucoviscidose, donc on trouve des anomalies, parce que maintenant on décrit plus de 150 anomalies du gène CFTR chez les patients qui ont une ABPA. Je pense que si vous avez une ABPA, vous devez demander, si vous avez un laboratoire de génétique à proximité, l'étude complète. C'est tout à fait intéressant également. Je passe rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, mucoviscidose, asthme. Mais on peut voir aussi des ABPA dans d'autres circonstances. J'ai illustré ça ici avec un travail récent. La référence est là. On peut voir une ABPA dans la BPCO. On peut voir une ABPA associée à un syndrome hyper-IgE, à une granulomatose bronchocentrique. On peut voir une ABPA compliquant des séquelles de tuberculose, etc. De multiples associations, mais ce sont des observations souvent anecdotiques, publiées dans la littérature. Je passerai rapidement sur l'évolution tout à fait classique avec la phase aiguë, les exacerbations. Je vais surtout parler maintenant du traitement. Le traitement, j'aborderai 3 points rapidement. D'abord le traitement classique corticoïde par voie générale, corticothérapie orale, l'itraconazole, antifongique. Est-ce qu'il y a une place pour les autres antifongiques? Est-ce qu'il y a une place pour les anti-IgE? Donc le traitement classique, la corticothérapie, qui va simplement avoir un effet anti-inflammatoire, parce qu'il y a une part inflammatoire qui n'est pas négligeable, et les antifongiques, pour diminuer la charge antigénique aspergillaire. Le traitement classique, on va peut-être le nuancer un petit peu sur une autre diapositive, une corticothérapie orale 6-8 semaines, en commençant par exemple avec un demi-milligramme kilo de prednisone par jour pendant 15 jours, puis on fait une corticothérapie alternée ou décroissante, 6-8 semaines, et un traitement par le sporanox, l'itraconazole, pendant au minimum 16 semaines, on dit plus volontiers 4 à 6 mois. Sous l'effet de ce traitement, c'est tout à fait spectaculaire, on observe une rémission qui est définie par une amélioration clinique extrêmement rapide, une diminution également rapide des IgE totales, une disparition des anomalies radiologiques, des infiltrats, une amélioration fonctionnelle respiratoire. Je n'ai pas parlé de la fonction respiratoire, mais il n'y a rien de caractéristique dans l'ABPA. Il y a un trouble ventilatoire obstructif sévère qui s'aggrave lors des poussées d'ABPA. Alors ça, c'est illustré par un travail un petit peu ancien, ça reprend un petit peu ce qu'on vient voir, mais si vous regardez, vous voyez les corticothérapies ici, un patient qui fait des poussées, avec à chaque fois lors des poussées une élévation des IgE, une élévation des éosinophiles, sous l'effet de la corticothérapie, ça s'améliore rapidement. On voit ici, c'est un schéma, ce ne sont pas des radios, mais les images des infiltrats un petit peu fugaces, un petit peu qu'on voit un petit peu partout. Je passe rapidement sur le traitement parce qu'on en discutera si vous voulez. Je voudrais insister sur les choses les plus récentes. Classiquement, la corticothérapie, un demi-milligramme kilo par jour, puis décroissance pour avoir une corticothérapie en quelques semaines. Il y a des schémas thérapeutiques où on donne un petit peu plus. Certains utilisent parfois même une corticothérapie injectable, mais ça c'est tout à fait classique. Alors on peut se poser la question, dans une maladie un petit peu qui associe une infection, une allergie, est-ce que la corticothérapie par voie générale, en dehors des effets secondaires tout à fait classiques, que je ne détaille pas, qui font la hantise surtout des pédiatres qui suivent des mucoviscidoses, j'y reviendrai tout à l'heure, ce sont les pédiatres qui vont trouver des alternatives au traitement classique de la BPA. Donc on peut voir chez l'adulte, mais c'est tout à fait rare, c'est très rare, parfois des aspergilloses invasives qui compliquent une ABPA. Sous l'effet, on incrimine la corticothérapie, mais ce n'est pas très fréquent, il n'y a que quelques observations qui sont publiées.
Donc les agents antifongiques, je l'ai évoqué, je passe rapidement, mais simplement pour dire que le produit qui a vraiment fait la preuve dans des essais randomisés, c'est l'itraconazole. Il existe d'autres antifongiques sur lesquels je vais revenir. Alors, je donnais tout à l'heure la posologie de 200 mg par jour. Quelquefois, on peut donner un petit peu plus. C'est pas toujours évident. Disons que très schématiquement, l'itraconazole, entre guillemets, ça marche 2 fois sur 3 à peu près. Donc 1 fois sur 3, ça ne marche pas. Est-ce qu'on est sous-dosé? Il y a intérêt parfois à faire des dosages sériques. Alors, y a-t-il une place pour les autres antifongiques? Je vais simplement parler rapidement du voriconazole, parce que je l'ai essayé plusieurs fois, et je reviendrai un petit peu sur l'amphotericine B. Alors, ce sont les pédiatres, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui, à cause de la corticothérapie, dont ils craignaient les effets chez les enfants, ont essayé de trouver d'autres alternatives. C'est pour ça que ce sont d'abord des pédiatres qui ont publié la première observation d'utilisation du voriconazole, du VFEND, dans une ABPA compliquant une mucoviscidose. Nous avons été, je pense, les premiers à décrire l'utilisation du voriconazole dans une ABPA chez un asthme de l'adulte. Ça a été publié en 2006, c'est une observation qui date de 2004, bientôt 10 ans. Mais nous avons été très surpris, ça a été rapporté par une évolution tout à fait spectaculaire, favorable, mais un effet très, très particulier qui a été repris l'année suivante par un autre auteur, qui est un Espagnol. Quand on prescrit du voriconazole, on a une efficacité tout à fait spectaculaire, clinique, fonctionnelle, mais on a une décroissance des IgE, mais dès l'arrêt du voriconazole, on a un effet rebond qu'on ne s'explique pas. Et quand on reprend le traitement, puis avec le voriconazole en alterné, dès qu'on arrête, c'est tout à fait curieux. Nous l'avons observé une autre fois, c'était publié dans un autre papier un peu plus récent, chez un patient, c'est ce patient que j'évoquais tout à l'heure, qui avait fait un asthme sévère de l'enfance, que j'ai récupéré entre guillemets à l'âge de 15 ans, chez qui, entre, je ne sais plus, 88 et 2006, j'ai fait au moins 6 cures prolongées d'itraconazole, plus ou moins efficaces, avec des corticothérapies, etc. Puis j'ai voulu essayer une nouvelle fois le voriconazole, et même chose, utilisation du voriconazole, efficacité spectaculaire. Dès l'arrêt du traitement, effet rebond. Deuxième cure, la même chose. Puis, on est arrivé pendant les vacances. L'effet secondaire le plus important du voriconazole, c'est la photosensibilisation. Si vous prenez du voriconazole, vous ne venez pas au Liban, c'est pas la peine. Non, c'est tout à fait, c'est une photosensibilisation extrême, il faut se couvrir complètement. Donc finalement, j'ai repris, et c'est intéressant cette observation, j'ai repris l'itraconazole, et finalement, mais avec un traitement prolongé, l'évolution a été favorable. Dernier point concernant cette observation, si vous regardez bien, on a des taux très élevés d'IgE. Le but du traitement, ça n'est pas de normaliser, vous n'allez pas normaliser les IgE. Vous allez le plus souvent chez les patients porteurs d'une ABPA avoir le taux basal qui est élevé, qui va rester stable. Il faudra craindre une nouvelle poussée lorsqu'à partir de ce taux basal, vous avez une augmentation de 100%, mais vous n'aurez pas une normalisation du taux d'IgE total. Effets secondaires donc, qui font qu'on ne doit pas utiliser, qu'il faut être très très prudent dans l'utilisation du voriconazole. Bien sûr, les manifestations et les troubles visuels, c'est tout à fait particulier. On voit la vie en rose, on voit la vie de toutes les couleurs, les anomalies cutanées. Donc le voriconazole est un produit qui coûte cher, c'est un produit très intéressant dans les aspergilloses invasives, etc. Mais en pratique courante, il faut être prudent. Alors il n'y a pas d'effet... Pour conclure avec le voriconazole, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'essai contrôlé, etc. Peut-être que vous pouvez l'essayer, au cas par cas, etc. Parce que quelquefois on est coincé, on ne sait pas quoi faire avec nos patients. Chez les patients qui sont réfractaires à l'itraconazole, ça arrive, ou qui ne le supportent pas. Mais il faut faire attention. Par contre, et je reviens à mon asthme sévère avec sensibilisation fongique, je vais terminer en 3 minutes, peut-être que les antifongiques, l'itraconazole en particulier, sont intéressants. Je voudrais dire 2 mots simplement maintenant de l'amphotericine B, qui était le traitement classique. Quand nos maîtres nous ont appris à traiter les ABPA dans les années 70, on faisait des aérosols de fongizone, c'était très compliqué à préparer, etc. Ce produit est revenu un petit peu à la mode, là encore, avec les pédiatres qui ont utilisé l'amphotericine B avec les nouvelles formulations lipidiques en aérosol. Donc ça, c'est un travail de Grimfeld, donc des pédiatres parisiens. Je présente un deuxième travail pédiatrique
que je vous conseille de lire. Il est effectivement très intéressant si cette pathologie vous intéresse, parce qu'il y a 7 observations, c'est pas très important, mais qui sont extrêmement détaillées. Je vais vous montrer 2 images, et qui montrent que 6 fois sur 7, en utilisant l'amphotericine B en formulation lipidique, en aérosol, on peut avoir une efficacité remarquable. C'est présenté ici, si vous regardez bien, donc il y a 7 observations qui sont très détaillées comme ça dans le texte, vous pouvez le trouver très facilement. Des patients qui ont une corticothérapie, qui ont d'itraconazole, et dès qu'on met de l'ampho B en nébulisation, ça va beaucoup mieux. Mais ça ne marche pas toujours. Le seul échec, une fois sur 7, vous voyez ici, là, tout a été essayé. Voriconazole, posaconazole, anti-IgE, itraconazole. Alors, il y a une seule publication à ma connaissance qui a été publiée très récemment, c'est une équipe de Poitiers, je pense chez Jean-Claude Meurice. Je l'ai détaillé ici simplement pour, je pense, moi j'en ai pas l'expérience, mais je pense que si on est coincé, il faut utiliser l'ampho B en formulation lipidique en aérosol. Avec le gros avantage par rapport à l'ampho classique, c'est qu'en période aiguë, vous faites 2 aérosols par semaine et en entretien, 1 aérosol par semaine. Donc c'est quand même beaucoup plus léger. Un mot enfin pour l'omalizumab, anti-IgE, classiquement, ce n'est pas une contre-indication, je dirais plutôt que c'est une non-indication à cause du taux très élevé d'IgE, mais ça a quand même été essayé. Donc, je voudrais simplement citer 2 travaux. D'abord, en mémoire à Isabelle Tilly, qui vient de nous quitter récemment, donc qui avait présenté ce premier travail et qui avait montré qu'on avait diminué les exacerbations d'asthme sous l'effet de l'omalizumab et qui avait montré également qu'on pouvait diminuer la corticothérapie. Je passe sur celle-là. Deuxième travail également qui présente un petit peu la même chose et qui signale effectivement, dans le travail d'Isabelle Tilly, 2 fois sur 3, les malades étaient entre guillemets sous-dosés pour le Xolair, c'est-à-dire qu'on donnait la posologie maximale qui est acceptée en France, 375 mg tous les 15 jours, malgré des taux très élevés d'IgE, et ça peut marcher. Donc, mais là aussi un travail intéressant américain qui montre qu'on peut diminuer la corticothérapie. Donc là, c'est la corticothérapie mensuelle, d'une façon un petit peu inhabituelle de présenter. Voilà un petit peu ce que je voulais présenter concernant la BPA. Donc en 2 dias pour terminer. Donc la BPA survient surtout chez l'asthmatique. Si vous soignez des asthmatiques, recherchez la BPA. Faites un dosage d'IgE total. Ça ne coûte pas très cher, c'est intéressant. Le diagnostic, on l'a vu, est basé sur la combinaison de multiples critères. Et j'insiste sur ce concept un petit peu particulier qui demande à être vérifié. Dernière plaque enfin, la corticothérapie, l'itraconazole. Place pour les nouveaux azolés, peut-être, à discuter. Intérêt d'itraconazole dans l'asthme sévère avec sensibilisation fongique aspergillaire. Place vraisemblable pour l'amphotericine inhalée. Et travaux nécessaires, parce que c'est quand même un produit qui coûte très cher, mais pourquoi pas l'essayer, avec l'omalizumab. Merci beaucoup de votre attention. Merci, professeur Mulliez, pour cette excellente présentation. Nous avons 5 minutes de questions. 5, pour récupérer le... Docteur Yashi. Oui, merci. Donc, quand vous dites qu'on a un meilleur contrôle de la maladie avec le voriconazole comparé avec l'itraconazole, vous dites à la même dose de stéroïdes ou bien c'est une réponse qui est plus rapide? C'est-à-dire vous restez à 2 mg kg de stéroïdes avec voriconazole? Alors, quand on donne un traitement antifongique, ouais, c'est plutôt d'abord l'itraconazole que le voriconazole. C'est un traitement antifongique de 4 à 6 mois. Et on ne donne une corticothérapie par voie générale que pendant quelques semaines, 4 à 6 semaines. C'est l'effet principal du traitement antifongique, c'est de diminuer la masse fongique, la masse antigénique, et de permettre un sevrage rapide de la corticothérapie. Je parle de corticothérapie générale par voie orale, parce que souvent ce sont des asthmes sévères qui bénéficient en traitement de fond d'une association fixe. Donc on ne fait pas une corticothérapie prolongée. On essaie, j'ai même, je ne vous l'ai pas présenté, parce que je pouvais, des observations où je n'ai utilisé dans des poussées d'ABPA que l'itraconazole. Et ça peut marcher sans corticothérapie générale associée. Et ma deuxième question, quand l'état est sérologique uniquement, c'est-à-dire sans les bronchectasies centrales, quelle est votre attitude pratique? Vous les traitez? S'ils sont asymptomatiques, on ne va pas les traiter. Il faut, je pense, les surveiller. Mais on n'a pas la réponse dans la littérature, c'est souvent évoqué, mais je pense que s'ils sont asymptomatiques,
Il faut les voir régulièrement cliniquement, fonctionnellement, est-ce qu'ils se dégradent? Et être sûr qu'il n'y ait pas d'anomalie, des infiltrats qui soient muets cliniquement. Les bronchiectasies apparaissent là où il y a eu des infiltrats pulmonaires labiles. D'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des cas qui ne répondent pas à l'itraconazole? Et si oui, après combien de temps on peut dire que le traitement est efficace ou bien non, il faut arrêter? Le traitement est rapidement efficace parce que souvent on met une corticothérapie associée. Quand on arrête la corticothérapie, après quelques semaines, si ça ne va pas bien et qu'on a mis en même temps l'itraconazole, on peut se poser la question, est-ce que l'itraconazole n'est pas efficace? Pour deux raisons. Une fois sur trois, entre guillemets, ça ne marche pas. Parce que de plus en plus, j'en ai pas parlé, il y a des souches d'aspergillus qui deviennent résistantes à l'itraconazole. Il est tellement largement utilisé, c'est à cause de ça. Et le deuxième problème avec l'itraconazole, c'est que la pharmacocinétique est extrêmement variable d'un malade à l'autre. Donc il y a des malades, quand on peut faire des dosages, c'est très bien. On dose le médicament et son métabolite actif. Mais c'est pas, il faut recourir à certains laboratoires spécialisés. D'autres questions? Oui, docteur Rames. Qu'est-ce qu'on retrouve au lavage broncho-alvéolaire chez ces patients? Une éosinophilie, mais souvent aussi une polynucléose neutrophile. On peut trouver des filaments mycéliens, mais il y a souvent un aspect, on ne fait pas souvent d'endoscopie, parce que ce n'est pas très bien supporté. Il y a un aspect inflammatoire majeur avec des bronches hyperémiées, hypersensibles, etc. Mais on voit quelquefois des filaments, des dépôts blanchâtres, etc. Mais on fait pas de lavage. Sauf si on veut trouver l'aspergillus. D'autres questions? Merci. Merci, professeur Millier. Merci beaucoup.